Daniel Rouache, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur studiocalita.com. Je rappelais que vous êtes le président de la Chambre de commerce Israël-France et que vous êtes également, si je ne m'abuse, le fondateur du fameux site Israël Valley, le fameux site d'économie et de technologie qui est particulièrement prisé par tous les amateurs de ces deux dossiers particulièrement importants. Alors ensemble, nous avons décidé de parler de cette start-up nation qu'est l'État d'Israël et qui l'a prouvé encore une fois en début de semaine avec cet exit de Neuroderm, une compagnie israélienne de produits pharmaceutiques. Vous allez nous expliquer plus exactement de quoi il s'agit, qui a été racheté par un géant japonais, Mitsubishi. On savait que Mitsubishi faisait des voitures, on ne savait pas qu'il se préoccupait aussi de produits pharmaceutiques ou dérivés. Alors expliquez-nous comment un tel marché d'1 milliard 100 millions de dollars a été conclu. Je crois même que vous avez une connaissance proche qui est impliquée dans cet achat. Oui, effectivement, la société Neuroderm israélienne développe une nouvelle génération de traitements, de médicaments pour les troubles du système nerveux central, comme la maladie de Parkinson. En fait, dans ma famille, en tous les cas, le beau-père de ma fille s'appelle Shmulik Kabili, lui-même est un inventeur. Shmulik Kabili a investi dans plus de 30 entreprises israéliennes dans le domaine de la biotech. Il est considéré comme l'une des personnalités de ce secteur. Lui-même a développé des brevets tout à fait importants. À l'époque, lorsqu'il a aidé Neuroderm à émerger, il a fait partie des fondateurs. Lui-même ne se doutait pas que quelques années après, le succès allait être présent d'une manière aussi éclatante, puisque Neuroderm est maintenant cédé à Mitsubishi Tanabe Pharma. C'est une très grosse vente dans le domaine de la santé. Il a fallu des efforts absolument considérables pour développer le savoir-faire. Mais il faut savoir de manière très simple, c'est que la technologie et le savoir-faire est venu vraiment d'Israël. Ce sont des chercheurs de l'Institut Weizmann qui ont développé les premiers concepts, qui les ont développés. Et le travail extraordinaire qui a été fait par un investisseur qui s'appelle Robert Taub et Shmulik Kabili, ça a été de trouver les investissements en relais. Il faut savoir que à ce jour, l'entreprise a uniquement des dettes. C'est 180 millions de dettes, de dollars de dettes, mais ce ne sont pas des vraies dettes, ce sont des investissements pour développer un nouveau produit. Et il a fallu du courage, la force, l'énergie pour se balader dans le monde entier pour trouver des investisseurs qui croyaient à Neuroderm. C'est un exemple assez exceptionnel puisque on n'a pas eu d'exemple dans le secteur de la santé en Israël qui puisse être aussi révélateur. Alors, effectivement, c'est assez rare, mais cela arrive de plus en plus régulièrement. On se souvient encore il y a quelques mois du rachat par Intel de Mobileye pour 14 milliards de dollars. Alors, il y a toujours, lorsque l'on parle du high-tech, de la haute technologie en Israël, il y a toujours cette question qui consiste à dire pourquoi finalement, eh bien, les investisseurs, pourquoi les fondateurs de ces sociétés israéliennes sont-ils tentés de faire de l'exit et de les vendre? Est-ce que finalement, ce n'est pas devenu un véritable jeu pour ces créateurs israéliens d'espérer vendre leur boîte, alors que dans l'absolu, finalement, eh bien, peut-être que le développement de l'État d'Israël passerait aussi par le fait que de très grandes boîtes restent des sociétés israéliennes à part entière. Disons que théoriquement, ça aurait été le bon choix, mais dans la réalité, Israël est un petit pays. Il faut accéder à des marchés absolument considérables, comme le marché américain, comme le marché japonais, les différents marchés européens. Donc, dès qu'un concept commence à fonctionner, Israël est devenu, en tous les cas, se considère plutôt comme un axe de laboratoire, une sorte de lieu où on développe un concept, on commence à l'adapter, à le développer, et la mise en application du concept sur le marché mondial va presque obligatoirement passer par des relais. Ce qui est très bien fait ici en Israël, c'est lorsqu'il y a une vente
d'une entreprise, que ce soit dans le cas de Mobileye ou maintenant de Neuroderm. Le gouvernement israélien, plus que le gouvernement israélien, les fondateurs de ces entités ne veulent pas quitter le pays, exigent dans les documents de vente que la recherche et développement demeure ici en Israël et ne prennent pas des équipes entières qui vont être ensuite déplacées, par exemple, dans la Silicon Valley. Par exemple, dans le cas de Neuroderm, Shmulik Kabili est établi entre New York, Londres et Tel Aviv actuellement, mais ça serait impensable pour lui de déconnecter l'équipe de recherche et développement de Neuroderm, l'amener à Boston ou ailleurs pour continuer à se développer. Mobileye, c'est exactement la même chose et la raison est très simple, c'est que il y a le côté recherche et développement, il y a une certaine forme de nationalisme israélien et pour être extrêmement pragmatique, une entreprise comme Mobileye ou Neuroderm se développe que par également contamination avec d'autres petites startups, d'autres développements. Donc en fait, ces grands leaders, à un moment donné, ont autour d'eux des petites entreprises satellites qui sont des micro-entreprises, des micro-startups. Il y a un environnement, un écosystème qui est extrêmement favorable et personne ne voudrait prendre Mobileye, le sortir de son environnement normal et de le transporter en Allemagne ou le transporter ailleurs. Non, Israël a fait un excellent choix pour une raison qui est très simple si on fait une approche comparative. La meilleure comparaison, c'est avec la Finlande. À un moment donné, Nokia était omniprésent, une société extraordinaire, avec plus de 40 000 chercheurs. Mais Finlande égale Nokia, Nokia tombe, la Finlande tombe. Ici en Israël, lorsqu'un grand groupe industriel a des difficultés, ça aurait pu être le cas de Teva, il y a d'autres entreprises relais. Donc c'est un business model qui vaut son pesant d'or, qui a fait ses preuves quand même. Oui. Parce que finalement, l'État d'Israël tire des bénéfices, des dividendes, bien entendu, de ce type de vente. Bien sûr, des bénéfices qui sont absolument considérables. Il y a également un comportement que j'analyse depuis longtemps. Moi-même, je suis professeur à l'université. Le cœur central de la Startup Nation d'Israël est formé par 9 grandes familles. Par exemple, il y a une famille qui s'appelle la famille Zohar Zissapel, la famille Zissapel. C'est une famille qui a développé toute l'industrie du cyber. Zohar Zissapel, que je connais bien, il est membre de la Chambre de commerce. Oui, il est membre de la Chambre de commerce. Il a par lui-même créé avec son frère plus de 120 startups. Donc c'est des personnalités comme ça qui n'abandonnent jamais le morceau. Donc dans l'histoire de Neuroderm, Kabili va encaisser plus de 150 millions de dollars, mais le lendemain même, il va pas brancher, il va les réinvestir pour la création d'autres entreprises. Donc ça aussi, c'est une des caractéristiques fondamentales de la Silicon Valley israélienne. Alors aussi, concernant les échanges, et je m'adresse aussi au président de la Chambre de commerce Israël-France, on a le sentiment que Israël et Binyamin Netanyahou le reflètent assez souvent. Israël perce dans de nombreux grands pays émergents. On a vu la visite du Premier ministre indien il y a quelques semaines en Israël, en Chine, également en Russie, avec le Japon, on le voit ici avec Mitsubishi. Mais on a le sentiment un peu que Israël se heurte à des difficultés d'ordre politique ou géopolitique avec l'Europe et qu'il ne parvient pas véritablement à développer ces relations en matière de haute technologie avec l'Europe. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Écoutez, les groupes allemands, l'Allemagne est extrêmement présent ici en Israël. Le groupe Siemens, c'est vraiment historique. Les Allemands ont investi des sommes absolument considérables en matière de recherche et développement. Ça va depuis la signature de Adenauer et Ben Gurion. Les relations entre Israël et l'Allemagne sont quasi exceptionnelles. Là où il peut y avoir un problème, c'est uniquement avec la France,
qui n'a pas eu avec Israël une tradition Oui. d'investissement. En fait, je parlais de l'Europe, je disais l'Europe, mais je pensais essentiellement à la France, effectivement, qui donne toujours le sentiment de mêler la problématique politique, c'est-à-dire le processus de paix, la relation avec les Palestiniens, à ces relations commerciales et en matière de haute technologie en particulier. Alors que, par exemple, l'Inde, on l'a vu, peut continuer à soutenir la cause palestinienne, comme c'est le cas dans les instances internationales, mais être extrêmement proche d'Israël et vouloir absolument un rapprochement, une proximité économique et commerciale avec Israël. Écoutez, Daniel Haïk, soyons francs, les choses évoluent de manière radicale avec la France. Et quand je dis radicale, c'est pas une image comme ça toute faite. Je suis complètement imprégné par les relations entre les deux pays, des conférences entières avec Deloitte à Paris, avec des amphis de 200 personnes. Un élément qui est extrêmement important que je voulais signaler, c'est que par exemple la conférence DLD dans le domaine de l'innovation qui va avoir lieu au début septembre, c'est une conférence qui va accueillir entre 300 à 350 industriels, chercheurs, techniciens français. La France du high-tech vient ici en Israël, connaît le potentiel ou le découvre en permanence. Donc pendant des années, les Français étaient obnubilés par d'autres pays et petit à petit, ils ont découvert la Silicon Valley israélienne. Pendant des mois entiers, ici en Israël, nous avons eu des délégations de très 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 haut niveau qui se sont déplacées ici en Israël pour découvrir des potentiels. Parce qu'on sait que les Français, d'abord, sont beaucoup plus discrets que les autres nations. Lorsqu'il y a un deal qui est signé, on n'en parle pas autant que ce qu'il faudrait en parler. Deuxième élément, les deals français, des fois, sont réalisés via d'autres pays. Prenez Veolia, vous prenez beaucoup de sociétés qui signent à travers des filiales espagnoles, allemandes ou autres, mais pas spécialement directement à travers la France. On a un courant aujourd'hui dans le domaine du high-tech franco-israélien qui est réel, avec des échanges permanents. L'effet Macron a beaucoup joué lorsqu'il est venu en 2015 ici voir et comprendre ce qui se passe ici dans la Startup Nation. Il a bien compris et aujourd'hui, on a de très 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 bonnes raisons d'être optimiste. C'est pas un optimiste béat, c'est un optimisme tout à fait réaliste parce que des accords ont eu lieu. Même des boîtes comme des entreprises comme Orange, qui officiellement face au monde auraient tout simplement quitté Israël. On sait que c'est absolument faux puisque Orange a un incubateur ici à Tel Aviv. Orange fait de la veille technologique et l'innovation. On a également ST Microelectronics, qui est un grand groupe franco-italien, très bien établi dans la région de Grenoble. C'est l'un des fleurons de la microélectronique. Et ST Microelectronics organise en permanence des rencontres de très haut niveau dans le domaine de la robotique et dans le domaine d'autres secteurs. Les choses ont changé. Bien, je suis heureux de vous l'entendre dire parce que oui, l'image générale est peut-être plus terne. Hein. C'est-à-dire l'image que l'on a, le feedback que l'on peut avoir et peut-être parce que justement on n'en parle pas souvent, mais c'est un peu ce sentiment. Mais enfin, s'il est erroné, eh bien on en est satisfait d'une certaine manière. Écoutez, le 14 juin dernier, nous avons organisé à Paris une conférence sur le high-tech israélien. Qui a été baptisé au nom du site Israel Valley. Nous avons eu 160 personnes, des témoignages sans cesse, et nous avons réussi à rassembler en tous les cas les grands acteurs franco-israéliens. C'était très très impressionnant. Au mois de septembre, je vous ai dit, il va y avoir DLD. Il va y avoir un grand gala au mois de septembre qui va rassembler 350 personnes au centre de Paris, et ça va être vraiment la fête à la technologie et à l'innovation, puisque Monsieur Gattaz, le président du MEDEF, va présider cette soirée. Le MEDEF par lui-même a organisé des événements absolument énormes qui ont rassemblé entre 250 et 300 personnes. Donc il existe un très gros appétit de la part des Français pour comprendre ce qui se passe en Israël. Et les faits sont là. Petit à petit, on a des investissements qui sont réalisés par la France ici en Israël.
Eh bien, Daniel Roache, merci de nous avoir éclairé au moins là-dessus et sur également donc ce marché qui a été conclu entre Neuroderm et Mitsubishi, les Japonais de Mitsubishi. Merci de nous avoir éclairé et également donc sur ces relations qui se renforcent, commerciales et technologiques entre la France et Israël. On vous souhaite de passer une agréable journée et shalom. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur studioqualita.com. Merci. Voilà, il est 8h29. Dans quelques secondes, nous retrouverons Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire. Elle nous parlera ce matin de Lord Balfour, le père de la fameuse déclaration Balfour qui a été prononcée il y a un tout petit peu moins de 100 ans.